il y a une chose qui est évidente, voyez-vous, c'est que l'astrologie, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la dualité n'est pas au cœur de son discours. Alors, quand vous apprenez les 12 signes zodiacaux, vous n'êtes pas dans la dualité. C'est-à-dire, elle est là, mais elle est là comme ça. Donc, quelque part, l'astrologie, elle nous parle d'un monde où la dualité n'est pas centrale. Donc, quelque part, pour quelqu'un qui aurait, par exemple, peur de la dualité, l'astrologie est un monde rassurant. Puisqu'on parle du bélier, du taureau, du jupitérien, du saturnien, etc. Tout, sauf de l'homme et de la femme, sauf du masculin et féminin. Et alors, par conséquent, quelqu'un qui, pour une raison historique personnelle, n'est pas à l'aise avec ces catégories du masculin et du féminin, l'astrologie est rassurante. Et moi, je pense que j'ai fait pas mal de recherches dans ce domaine-là. Je pense que subconsciemment, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens sentent en réalité. Là, il y a beaucoup de choses qu'on dit là, mais les gens le sentent, mais c'est en filigrane. Alors effectivement, l'astrologie nous parle d'une diversité. Cette diversité, elle est rassurante aussi parce que c'est pas le deux, c'est toujours pas le deux. Tant qu'on est dans la complexité, dans la diversification, dans l'individu, parce que dans l'individualité, c'est pas le deux non plus. Vous êtes un individu, elle est un individu, moi je suis un individu. Dans l'astrologie, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on ne juge pas. On ne juge pas. Les 12 signes sont évalués en ayant chacun leur qualité, et chacun leur point faible. Et il y a surtout, dans chaque thème astrologique, la possibilité de retrouver un petit peu sa sensibilité, qui on est, en n'étant jamais jugé. On est dans un environnement, et là, c'est le rapport à l'astrologie et le monde moderne, qui est quand même extrêmement particulier, qui est quand même aussi une des difficultés, ou plutôt un questionnement qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que dans le monde de l'astrologie, il n'y a pas de jugement. Chacun est accepté tel qu'il est. Et ça devient tellement rare aujourd'hui que quelque part, un homme, quelqu'un qui aura une difficulté avec une partie de sa personnalité masculine ou féminine, aura peut-être plus facilement tendance à aller vers un environnement dont il sait qu'il n'est pas jugeant. Les astrologues ne jugent pas. Oui, ça revient à peu près au même, mais bien sûr, mais c'est vrai, bon, effectivement, mais d'abord, vraiment, une raison pour laquelle on ne juge pas, c'est parfois parce qu'on n'a pas de référence, parce qu'on n'a pas de critères. C'est déjà une bonne raison pour ne pas juger. Quand on dit, les choses sont ce qu'elles sont, ça. Mais enfin, je crois qu'on ne pourra pas, changer radicalement, tant qu'on a, il faut psychanalyser, en fait, le milieu astrologique, mettre en avant cette difficulté avec la dualité, et notamment la dualité masculine d'ailleurs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, d'une certaine manière, l'astrologie a été souvent considérée comme une contre-culture, comme une sorte de culture qui faisait le pied de nez à la culture officielle, et quelque part un monde où le masculin, depuis des siècles, d'ailleurs vous parliez de l'origine de l'astrologie par Colbert, on peut en discuter, mais en tout cas, l'astrologie a survécu dans les conditions qui sont particulières, c'est un peu les bas-fonds culturels par certains côtés, en tout cas la marginalité culturelle, et effectivement elle essaie, tout en revendiquant le langage de la science, mais en réalité tout en sachant très bien que ça n'est pas ça. C'est là qu'il y a une mauvaise foi au sens sartrien, c'est-à-dire que vraiment, on a l'impression, on ne sait pas, on préférait des astrologues un peu plus cyniques, si vous voulez. C'est des gens qui affirment plus clairement où ils veulent en venir. Parce que là, en fin de compte, c'est pas très drôle, parce qu'en fin de compte, c'est même pas cynique. C'est pas une façon de dire, nous, on a l'impression que les astrologues ne savent même pas très bien ce qu'ils veulent. Ça veut dire que l'astrologie, dans le monde moderne, est sombrée dans le politiquement correct. Or, quelquefois, il vaut mieux ne pas être dans le politiquement correct, mais c'est pour ça que je disais au départ que l'astrologue, lui, il faut qu'il prenne un risque. Il faut qu'il prenne le risque de ne pas être toujours politiquement correct, c'est de dire à telle personne, oui, votre point faible, c'est celui-ci ou c'est celui-là, virgule,
Mais je ne m'arrête pas là, je ne vais pas vous arrêter et vous scotcher comme ça, vous tétaniser dans cet effet d'annonce effrayant et tonitruant. Et l'astrologue ensuite va dire, mais nonobstant, même s'il y a ce point faible dans votre thème astrologique aujourd'hui, etc., vous êtes devant un mur, vous n'êtes pas condamné à rester devant le mur. C'est ce que je disais en astrologie, c'est que, je parlais l'autre fois de Saturne. J'avais dessiné que quand on est confronté à Saturne, Saturne c'est le mur. Quand on est devant une question, on a plusieurs manières de faire. Soit vis-à-vis de Saturne, on va avoir la réaction martienne, par exemple, ou du bélier, qui va être de taper dans le mur. Je tape dans le mur, persuadé que je vais finir par y arriver. Ça va prendre un certain délai. Il va y avoir la manière du sportif, le Sagittaire, lui, il va avoir tendance à vouloir grimper par-dessus le mur. Il va y avoir aussi, par exemple, le Gémeaux ou la Vierge, qui, eux, vont chercher des moyens contre-mouvements. Ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la difficulté, on ne doit pas faire dans le politiquement correct, et la manière dont on va avancer dans la vie est certainement teintée par les autres éléments du thème astrologique. Donc il n'y a pas, on ne doit pas faire de politiquement correct, parce qu'à ce moment-là, on ne dit plus rien. On va parler de rien. On ne dira pas vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes ceci, vous êtes cela. Si on ne dit plus rien, on ne se mouille pas. On n'est ni masculin ni féminin. Et on a perdu ce qui est l'essence de l'astrologie, c'est la capacité à avancer par l'analogie. Voilà comment je vois les choses. Alors quelquefois, il m'arrive, quand on avait regardé un certain thème astrologique, de dire des choses qui pouvaient être difficiles. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand on parlait du juge Burgot, j'ai dit quelque chose dont je savais que ce n'était pas politiquement correct. Mais je pense que je voulais donner cette vérité-là. J'ai pris un risque. C'est comme ça. C'est vrai que l'astrologie, en voulant être mercantile, politiquement correcte, a perdu son âme. Peut-être que ce questionnement-là aujourd'hui va faire avancer les choses à nouveau. Enfin, politiquement correct, enfin, c'est très ambigu, parce qu'à la fois elle est politiquement correcte par son côté, mais en même temps, les pistes sont tellement brouillées, parce qu'elle donne toujours elle donne le change, elle parle de vérification, elle parle de la modernité, et en même temps, mais elle parle, ça me fait penser un peu, vous savez, à ces nonnes qui sont les fiancées du Christ. C'est-à-dire qu'elles me disent, mais moi, elles respectent un homme, mais c'est un homme transcendantal. Elles ne veulent pas de cet homme immanent. Elles veulent un homme supérieur. Et donc le principe masculin chez beaucoup de femmes, au lieu de le vivre de façon incarnée, en quelque sorte, elles le vivent sur un plan de sublimation. Et d'une certaine manière, le cosmos, c'est le masculin. Beaucoup de femmes. C'est le Christ. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles refusent quelque part le masculin incarné et elles mettent toutes les valeurs du masculin sur un cosmos. Donc, alors quand on leur dit mais ce cosmos, comment il s'est structuré, comment les choses sont venues ce qu'elles sont venues et pourquoi il y a des planètes, etc. Ah oui, mais ça remonte à l'origine du temps. En fin de compte, c'est un masculin qui n'est accepté. Vous savez que c'est un cas des homosexuels aussi qui subliment leur mère. Il y a une sublimation du masculin. Le cosmos devient ce masculin sublimé parce que justement, et c'est pour ça que c'est un masculin sublimé, et donc dès qu'on parle de l'origine de l'astrologie, il y a un problème parce que justement, comme on ne veut pas laisser de la place à ce masculin incarné qui pourrait avoir structuré l'astrologie, on affirme que l'astrologie est déjà structurée d'avance. Et à ce moment-là, on tombe malheureusement de carré dans ce là, on tombe dans le domaine du scientifique. Parce que dire que le cosmos est déjà préstructuré, ça veut dire que ça renvoie au monde du scientifique, parce que ça renvoie au monde de la science, etc. Ou au monde du matriciel, puisqu'à ce moment-là, la matrice préexiste. Donc on peut finalement y voir les deux. Et c'est ce que j'essaie toujours de voir. Certes, j'ai toujours un petit peu tendance, peut-être, parce que je veux toujours essayer d'associer, mais à mon avis, on peut y voir le côté du symbolique parfait, effectivement, mais on peut aussi y voir le fait que dans l'astrologie, tout le monde pouvant regarder son thème astrologique, pouvant avoir son thème astrologique, il y a quelque chose de rassurant et de matriciel là-dedans. Personne ne juge ou m'accepte tel que je suis, c'est quand même le fantasme
de tout enfant d'être accepté Oui. tel qu'il est. Oui, mais alors, moi, à ce moment-là, je vous répondrais que le problème. Oui, mais alors là, le problème, c'est qu'effectivement, Odile Schoutten, ça veut dire que justement, on préfère dire que la structuration du psychisme n'est pas le fait de l'individu. Donc, c'est-à-dire que l'individu n'est pas lui-même responsable de sa propre structuration. Donc, on tombe dans le même problème, c'est-à-dire qu'effectivement, on prive l'individu de la capacité de se structurer. On dit que cette structuration, elle est préalable à sa naissance, ou elle est concomitante à sa naissance. Donc, en fin de compte, là encore, on prive l'individu de la responsabilité de sa propre création. Oui, alors là, j'ai connu ça quand j'ai étudié les cours de criminologie. On rentre dans ce point-là. Voyez-vous, donc le problème se pose c'est intéressant cette discussion de quand je l'ai plus jusqu'au bout, c'est qu'effectivement, il y a une négation, il y a même une sorte de négationnisme, je dirais presque, il y a un négationnisme de l'humanité capable de se structurer et aussi de l'individu capable de se structurer. Il est tout au plus capable d'assumer cette structuration, capable de vivre au mieux cette structuration, mais quelque part, on ne lui donne pas la charge, on ne lui accorde pas le droit de s'être auto-structuré. Est-ce que c'est pas là aussi, quelque part, l'influence des religions? Des religions. Parce que la religion catholique, qui a été prédominante et qui a influé sur le fait qu'il n'y ait plus l'astrologie qui soit enseignée de manière universitaire, à qui a cela a-t-il profité? Pourquoi il y a eu ces pressions-là? Ce n'est pas vrai partout. Dans le même temps, les protestants français sont partis. Ils sont allés s'installer en Hollande. Et là, le rapport à la conscience, le rapport au psychisme, la relation à son propre psychisme est différente. Dans certaines religions, on va dire, c'est comme ça, voilà, on est passif, on ne fait que constater. Dans d'autres religions, on va dire, je prends mon destin en main. Et j'essaie d'être acteur et actif de mon destin. Et là, on est tout à fait au moment où, pas employer un terme excessif, mais finalement au schisme entre religion et astrologie qui s'est fait précisément à un moment précis. On retrouve cette même ambiguïté-là. Et l'astrologie là-dessus ne donnait pas de réponse. Elle disait, soit effectivement, vous avez le choix d'être passif, votre thème astrologique, il y a telle planète qui n'est pas en très très bon état céleste, tel aspect qui n'est pas formidable, et la personne peut se laisser vivre moelleusement. Ou alors, eh bien oui, certes, j'ai cette planète en mauvais aspect céleste, j'ai cette difficulté-là. Mais connaissant mes faiblesses, virgule, j'ai à ce moment-là une attitude plus masculine, je prends les choses en main. Et j'y vais. Et ça, c'est la philosophie, c'est vraiment la psychanalyse de l'astrologie elle-même. Au moment où elle s'est fondée, au moment où elle s'est retrouvée isolée, coupée des religions, coupée de l'astronomie. Mais ce qui est assez compliqué dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de la religion et de la science. Vous dites, on sait très bien que Colbert, il a interdit la présence de l'astrologie dans l'Académie des sciences. Oui. Il n'en faisait pas une affaire religieuse de l'astrologie. On ne sait pas. On ne sait pas quels étaient les ressources sous-jacentes. Non, mais je crois qu'on a beaucoup mis sur Colbert. Moi, j'ai fait des travaux là-dessus. Non, mais le principe, c'était de refuser à l'astrologie le statut de science. Oui. Maintenant, le combat de l'astrologie avec la science n'est pas le même qu'avec la religion. Même si à une certaine époque, les deux étaient reliés, mais c'était plutôt au Moyen-Âge qu'au XVIIe siècle, le clivage. Mais vous savez, par exemple, qu'il y a une chose assez amusante, c'est qu'au XVIIe siècle, on acceptait les milieux religieux acceptaient beaucoup plus les comètes que l'astrologie. Parce que justement, l'astrologie, c'est un mécanisme constant, alors que les comètes, c'est quelque chose pour eux, parce qu'ils n'avaient pas encore découvert les lois des comètes qu'on a découvert au XVIIIe siècle, la comète de la Lune. Donc pour eux, la comète, c'était un message divin. Donc ils acceptaient les comètes, mais pas l'astrologie. Parce que ça permet d'avoir une influence, et, excusez-moi ce terme, mais de manipuler les foules. Où il va y avoir une punition divine. A-t-on déjà vu une comète qui donne un message positif et gentil? Elles nous ont toujours été interprétées d'une certaine manière. Rarissime est-elle une comète annonciatrice de bonnes nouvelles. Pourquoi est-ce que la Cassandre, 29 degrés du Poisson, pourquoi est-ce que la Cassandre qui prédit l'avenir ne prédit que des mauvaises nouvelles? C'est extraordinaire de constater cela.
il y a tout un questionnement à avoir sur la culpabilisation. Vous devez vous soumettre, vous, pauvres mortels qui êtes dans cette vie. Et à un moment donné, le sous-entendu religieux de la pensée religieuse influence toutes ces choses-là. Les Cassandres n'annoncent que des mauvaises nouvelles. Y a-t-il des comètes qui annoncent des bonnes nouvelles? Des questions simples, mais qui permettent de prendre du recul aux choses, au sens, au symbole. Oui, effectivement, mais je crois que justement, à vouloir jouer un peu sur tous les fronts, elle s'est fait rejeter par tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a été trop scientifique pour les religieux, trop religieuse pour les scientifiques, et effectivement, elle s'est trouvée rejetée par tous. Définie par moins de non-religieux, du non-scientifique, mais alors du quoi? On ne peut pas définir par du négatif. Si on dit de quelqu'un, il n'est non grand, non blond, et il n'a pas les yeux bleus, je ne dis rien de cette personne. On ne définit les choses qu'en positif. De la même manière qu'en astrologie, il vaut mieux dire les choses en positif que de dire vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas ce problème de santé, vous n'avez pas ça. Et la personne va rester sur sa foi, oui, mais alors quoi? C'est ce qu'on appelle le problème identitaire. Les gens qui refusent d'appartenir à un groupe, qui refusent d'être assimilés à tel et tel groupe. Alors l'astrologie, c'est un peu ce qui se passe. Elle se débrouille pour n'être assimilée à aucun autre groupe. Elle n'est pas la psychologie, elle n'est pas la science, elle n'est pas l'astronomie, elle n'est pas la religion. Et quelque part, cette inclassabilité de l'astrologie ne correspond-elle pas quelque part à une sorte de fantasme, de syndrome d'inclassabilité de la personne et de l'individu? Parce que quand on parle de l'individu dans sa spécificité unique, c'est bien une volonté d'être inclassable. Or, paradoxalement, on dit que l'astrologie parle de ce qui est inclassable et elle-même est inclassable. Donc, voyez-vous, on est dans un processus d'inclassabilité. Le jour où elle acceptera de dire le jour où elle aura suffisamment épuré ce qu'elle est pour arriver à dire elle appartient plutôt à ce groupe-là qu'à un autre groupe, elle est plutôt, je ne sais pas, plus proche de l'anthropologie que de l'astronomie, plus proche de, je ne sais pas, elle arrivera à se raccrocher, à s'attacher à quelque chose d'autre qu'elle-même, parce que pour l'instant c'est une sorte de savoir sui generis, c'est-à-dire un savoir unique en son genre, et comme l'individu serait un peu unique en son genre. On est dans l'espèce de, c'est un peu même, c'est un peu une transposition. Je suis unique en mon genre et je suis dans un savoir qui est unique en son genre. Ça me paraît tout à fait satisfaisant comme définition. Très uranien, très logique. Oui. Parfaitement logique. Ah oui, il y a une logique, il y a comme ça. même une logique pathologique, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, ça me convient. Tout à fait, je crois que oui. Parfaitement verso. Un jour verso, de trouver cette définition-là me paraît parfaitement concordant. Vous n'aurez pas de contradictoire là-dessus. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Moi, j'ai ironisé, mais enfin, vous prenez ça au premier degré. Hein, mais, en tout cas, on a essayé de mettre en avant quelques petites idées. Oui, mais je vois que l'astrologie, à vouloir se classer, peut-être perd quelque chose. Oui. Elle perd peut-être quelque chose. Et parce que finalement, dans la psychologie féminine, comme on met les choses à leur terme, dès qu'on pose les choses à leur terme, on est vraiment dans les choses bien spécifiques. Parce que chaque chose poussée à son terme est unique quelque part. Quand vous poussez jusqu'au bout, ça ne sera jamais exactement la même chose qu'à côté. C'est pour ça que c'est un système centrifuge. Le principe masculin est centripète, le principe féminin est centrifuge. Il y a un processus qui vous ramène au centre, où tous les chemins mènent à Rome, par exemple, donc il y a un processus au contraire, on s'éloigne de plus en plus du centre. C'est ce que j'appelle d'ailleurs, mais assez polémique, conversion et perversion. C'est-à-dire par là que c'est vrai que dès qu'on s'éloigne du centre, on va vers des choses de plus en plus particulières. C'est pas par hasard que dans notre société on appelle idiot quelqu'un qui est complètement spécifique. Parce que le mot idiot en grec ça veut dire un idiotisme, c'est quelque chose qui est intraduisible, qui est particulier. Donc c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, c'est quelqu'un qui est très particulier. Et en ce sens-là, l'astrologie est un peu idiote, ça peut dire. Idiosyncratique. Idiosyncratique, elle est complètement l'idiosyncrasie. Et elle convient très bien aux personnes qui ont cette tendance,
selon cette prédilection, cette direction à être dans l'idiosyncrasie. Ou un registre d'expression seulement. Il n'y a pas obligatoirement de spécificité, parce que ça depuis le temps que je côtoie les astrologues. Il y a simplement une parcelle de spécificité, un petit quelque chose comme ça. Très uranien, très idiosyncratique. Ah, c'est vrai que l'Uranus, justement, qui d'ailleurs curieusement est associé au Verseau, ce qui me paraît vraiment un paradoxe extraordinaire, parce que tout à l'heure on disait, et vous savez que le Verseau, justement, que l'hiver, mais le Verseau en particulier, c'est l'endroit où on se réunit autour d'une table. Et d'ailleurs, la convivialité, la maison, c'est un peu quelque part. En tout cas, quand vous regardez les représentations iconographiques du mois de février qui est dans le Verseau, on voit des gens attablés, quand on est dans un groupe, il y a un savoir-vivre, il y a des contraintes qu'on n'a pas quand on est dans la nature. Donc moi, je pense que là aussi, l'hiver, comme vous le savez probablement, l'hiver exige des contraintes, des lois qui ne sont pas les lois de la nature. Les lois qui font fonctionner une société ne sont pas des lois du jour et de la nuit, hein. Ce sont des lois qui sont dictées par les hommes. D'ailleurs, ça pose le problème dans la révélation. Regardez, dans la révélation, vous avez les deux systèmes. Vous avez la création et vous avez la révélation des tables de la loi. Dans la pensée juive, on distingue très nettement ces deux plans. Le temps de la création et le temps de la loi. De l'autre loi. Donc c'est ce qu'on appelle le créationnisme d'ailleurs. Les astrologues créationnistes, comme moi, et ceux qui ne sont pas créationnistes. Les créationnistes, ce sont ceux qui pensent que, ou alors c'est l'inverse, je ne sais pas très bien. En tout cas, il y a ceux qui pensent que l'humanité s'est faite en 2 temps, et ceux qui pensent qu'elle s'est faite en un seul temps. Ceux qui pensent que dès le départ, dès que Dieu a créé l'univers, après tout le reste était déjà là en potentialité. Et puis l'autre qui pense que dans un deuxième temps, il y a eu une deuxième création, enfin il y a une deuxième révélation, qui est la révélation des 10 commandements, du Sinaï, etc. Et là aussi, j'ai l'impression que il y a aussi un clivage de ce genre, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette idée d'un deuxième temps de la création, d'une deuxième révélation qui vient se rajouter à la première. C'est une idée qui n'est pas foncièrement assumée par les astrologues aujourd'hui. Donc pour conclure, effectivement, il me semble que l'astrologie soit va continuer à jouer sa carte particulière et être instrumentalisée par ceux qui s'y retrouvent, ou bien elle va peut-être devoir renoncer à cette particularité pour s'intégrer de manière plus sérieuse dans le monde. Et évidemment, dans ce cas-là, ceux qui ont trouvé dans l'astrologie un havre où ils vont pouvoir se réfugier devront aller chercher ailleurs. En restant aussi, peut-être, à la merci des découvertes archéologiques essentielles. Il peut y avoir tout à fait des documents, des pièces astrologiques majeures qui pourraient réémerger. Et à ce moment-là, tu reposeras des choses différentes. Ah, tout à fait. Sur Babylone, sur Sumer, des lieux comme ça, on se doit se poser la question. C'est comme dans et là c'est le scientifique, puisque démarche de l'information scientifique. La démarche scientifique, c'est de dire en l'état actuel des connaissances, voilà les choses que nous connaissons. Et par exemple, il y a eu les manuscrits de Qumran, de la mémoire qui ont remis en cause, c'est des choses qui sont absolument passionnantes. Les manuscrits de Nag Hammadi, je regardais très ce qu'il y avait dans ces textes-là, parce que je pense que la connaissance des textes anciens est importante. Il peut y avoir tout à fait une nouvelle découverte qui nous posait différemment des choses sur l'astrologie, comme des tablettes essentielles qui ont été découvertes, tel document qui pourrait réapparaître. Donc, mais à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à ce moment-là,
qu'est-ce que ça nous a... Enfin, moi, je suis pas convaincu, mais en même temps, je m'interroge parce que est-ce que ça voudrait dire que vous seriez disposé... Est-ce que cette astrologie, qui pourrait vraiment être plus ancienne, fait autorité par rapport à l'astrologie que nous pratiquons aujourd'hui? Voilà. Oui, ben justement. Donc ça veut dire qu'à la limite, ça veut dire qu'on serait disposé à reconnaître qu'éventuellement, on s'est éloigné de l'astrologie authentique. C'est la démarche d'un esprit scientifique, c'est de se dire que dans l'état actuel de la connaissance, on a essayé d'avancer dans telle direction, mais il y a quand même il faut aussi admettre qu'il y a de grandes découvertes qui sont basées sur des erreurs. Par exemple, anecdotiquement, les bêtises de Campbell, parce que ça s'appelle une bêtise, parce qu'au départ c'était une bêtise. Ah bon? Bien sûr, c'était un accident. Ou par exemple, dans les théories des développements d'Einstein, il y a eu des erreurs qui ont été découvertes. De quelque chose, c'est la théorie du mouvement brownien, du chaos peut naître quelque chose. D'un autre côté, tout nouvel élément doit faire qu'on soit humble vis-à-vis d'un nouvel élément, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce qu'on ne s'est pas fourvoyé? Oui, non, pourquoi, comment? Mais justement, quand les astrologues modernes disent que les astrologues de l'Antiquité ignoraient Uranus et Neptune, ils laissent entendre que ces astrologues-là étaient ignorants. Ils ont construit quelque chose qui était fondé, ben si, c'est ce qu'ils laissent entendre. Ils auraient créé quelque chose sans savoir que, ignorant que, etc. On ne peut pas juger le passé à l'aune de choses qu'ils ne pouvaient pas connaître. Je trouve que c'est présomptueux comme démarche. Je crois que dans l'état actuel de la connaissance, c'est par exemple comme si on retournait voir l'homme des Galades en lui disant mais Einstein, pourquoi est-ce que tu restes dans le noir dans ta caverne? Je crois qu'il faut raison garder, les proportions garder. Il y a une cohérence entre, comme je disais, le graphisme de l'astrologie, l'époque et le niveau des connaissances et la culture. Il y a une cohérence, on ne peut pas dissocier, trancher les choses. Et l'astrologie est un petit peu la croisée des chemins. C'est pour ça que je parlais des liens entre culture et l'astrologie, entre religion et astrologie. Il faut être humble. À l'époque, comme on ne connaissait plus septénaire, il n'y avait pas de documents et d'outils astronomiques pour identifier les planètes non visibles. Eh bien, leur travail était parfait puisqu'on l'utilisait. On ne peut pas juger autrui à l'aune de ce qui n'était pas en mesure de connaître. Dans un procès, au tribunal, à partir du moment où une personne n'a pas connaissance et on prouve qu'elle ne peut pas avoir eu connaissance de quelque chose, cela ne lui est pas opposable. Il faut prendre la même démarche en astrologie. Mais justement, à ce sujet, comment dirais-je, on pourrait même aller dire que l'humanité a pu se construire à un moment donné à un certain niveau de connaissance, et que c'est à ce moment-là que s'est créé quelque chose de l'astrologie et s'est ancré dans le psychisme humain, et que ce qu'on découvre par la suite ne peut pas ne peut pas suivre cette voie-là. Moi, c'est la position que j'ai aussi, c'est-à-dire que il y a eu une période fondatrice où les choses ont été captées avec une certaine force, un certain conditionnement, et est-ce qu'on a le droit d'extrapoler en disant que ce qu'on a découvert aujourd'hui ou avant-hier doit s'ajouter à ce que les gens avaient accepté à ce moment-là? Non, il faut avoir une certaine cohérence. La cohérence spatio-temporelle est importante pour l'astrologie. On ne peut pas, c'est comme si, par exemple, dans Astérix et Obélix, il y aurait une montre. C'est à peu près aussi incohérent. C'est l'anachronisme. Voilà, c'est une incohérence temporelle ou spatiale qui n'est pas conforme. On ne peut pas, en astrologie, faire une telle gymnastique et la cohérence. Oui, voilà, donc c'est pour ça. En fait, moi, c'était à ça que je voulais en arriver, c'est effectivement que si à un moment c'est comme si on disait à un enfant, par exemple, qui a été traumatisé par quelque chose qui lui est arrivé, de lui montrer que, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il croyait qu'il s'est passé. Ça change rien. Ce qui est important, c'est le traumatisme. Même si ce traumatisme, c'est souvent ce qui est le problème avec certaines personnes, on a beau leur prouver après qu'ils se sont trompés, la souffrance ou l'effet que ça a eu, il est là. Oui, l'empreinte mentale est là. Oui. Mais cette empreinte mentale-là ne peut pas être niée, ça ne sert à rien de dire tu n'as pas eu mal. Non, mais de la même façon. C'est d'aller au-delà. Oui, mais de la même façon, moi je dis, les belles qu'on connaissait à une certaine époque, elles ont créé une empreinte, parce que c'était ce qu'on croyait qu'était le cosmos, et que c'était cela qu'on pensait devoir intégrer, et qu'on l'a intégré et on l'a respecté pendant des millénaires, et qu'il n'y a pas de raison nécessairement
de rajouter des choses en disant ah oui, mais ces choses-là, elles auraient pu être déjà connues à l'époque, et donc elles en font partie de ce savoir. C'est un peu comme la croyance, tant qu'on croyait que la Terre était plate. On a brûlé des gens pour ça. Comment pouvait-on dire un tel sacrilège? Non, c'est vrai. Mais par contre, il ne faut pas faire de contresens vis-à-vis entre les sciences, les cultures et les époques. Il ne peut pas y avoir de contresens là-dessus. On ne peut pas dire ah mais vous auriez dû connaître Uranus, Neptune et Pluton. Non, c'est dans l'état. Le problème, c'est qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on reprochait aux astrologues de ne pas les avoir connus. Et maintenant, c'est les astrologues qui sont les premiers à vouloir les prendre en considération. On ne leur reprochait pas. On pouvait pas. Non, au XVIIIe siècle, tout le monde a découvert l'Uranus en 1681. Et même, quand Galilée avait découvert avec sa lunette les satellites de Jupiter, il y a déjà un procès qui a commencé à être fait contre les astrologues. On vous voyez bien, il y a des choses que vous ignoriez, etc. C'est à ce moment-là, donc ça date quand même du tout début du XVIIe siècle. Vous savez même que Neptune aurait été découverte déjà par Galilée, il aurait quand même noté dans son truc. Neptune a failli être découvert vers 1620, je veux dire. Donc, moi, une des choses que je trouve les plus problématiques, effectivement, c'est l'utilisation des planètes transsaturniennes que bien aujourd'hui encore, les astrologues indiens ne connaissent pas du tout, sans parler des astrologues chinois. Et c'est vrai que je vous dis, il va quand même falloir faire un certain sacrifice de savoir ce qu'on met en avant et ce qu'on ne met pas en avant. Quelle est la carte qu'on met en avant, quelle est la carte qu'on joue et celle qu'on garde de côté. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine fouillis stratégique où on tire dans tous les sens, à U et à dia, on joue toutes les cartes à la fois, et on croit que comme ça, voilà. Vous savez, c'est comme des gens qui déballent tout ce qu'ils savent en disant on débrouillez-vous avec ça, qui ne savent pas décider ce qu'ils mettent en avant, ce dont ils parlent, ce dont ils ne parlent pas. C'est le défaut de démarche scientifique, simplement. Oui, d'une démarche scientifique qui veut, démarche scientifique, je ne sais pas si on peut parler de démarche scientifique, une espèce de déballage d'ailleurs, qui indifférencié comme ça, c'est comme quelqu'un qui dirait, je vois comme ça peut toujours servir, qui déballe tout ce qui sait sur un sujet en vrac, sans chercher à déterminer ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas. Est-ce que c'est la tendance de l'astrologie qui est sortie? Mais écoutez, oui, on pourrait le traiter d'assez misogyne, mais c'est vrai que parfois, mais là, c'est peut-être un peu aller vite, mais c'est vrai que moi je pense que pour un observateur, toujours je me suis posé la réflexion, observer le milieu astrologique, c'est mieux comprendre la mentalité féminine. Ça, je crois que pour les sociologues, je crois qu'ils n'ont pas compris encore ça. Pourquoi? Parce que dans le monde masculin, si vous voulez, quand je dis monde masculin, c'est presque je dirais le monde en dehors de l'astrologie. Parce que on pourrait se dire que tous les mondes scientifiques, quels qu'ils soient, sont dominés par l'homme. Et que finalement, les femmes qui font une carrière en sociologie, en histoire, en sciences, elles sont encadrées. Donc, même leur féminité, elle est sous contrôle. Donc, elles vont quand même marcher droit, si on peut dire. Mais à un moment où l'élément masculin disparaît, comme c'est le cas en astrologie, où il fuit, où il est parti, en fait, quelque chose qui s'est défait à ce niveau-là, à ce moment-là, la femme n'a plus de garde-fou. C'est-à-dire qu'elle peut complètement être en face. Alors, c'est très satisfaisant parce qu'elle n'est plus dans le refoulé. Elle peut être complètement. Elle est enfin devant un savoir qui est en phase avec son ressenti intérieur. En fin de compte, l'astrologie est. Moi, une femme qui fait l'astrologie, c'est une femme heureuse, en quelque sorte. Elle est heureuse, alors que dans d'autres domaines, elle est brimée, quelque part. Nous sommes toutes des pitiés des elfes, alors. Des pitiés ou des pitiés? Des pitiés. Oui, pourquoi des pitiés? Je ne sais pas. Cela dit, moi, je trouve que une voyante est plus cohérente qu'une astrologue par certains côtés. Parce que la voyante, elle joue complètement la carte de la. Elle joue complètement la carte de. Même les astrologues, moi je ne sais pas, même les astrologues les plus convaincus
ne prétendent pas rivaliser avec la vaillance, par exemple. Ils ne prétendent pas arriver à un degré de précision extrême. J'ai l'impression que dans le cas de Colette Renard, de Nicole Renard, j'ai l'impression qu'elle avait commencé avec une astrologie relativement modérée. Modérée, limitée, se limitant, et quelque part, ça ne la satisfaisait pas. Et quand elle a, alors, donc l'astrologie humaniste n'était pas ça. Ah non, c'était pas humaniste, c'était traditionnel. L'astrologie traditionnelle, c'était pas ça. Enfin, donc il y avait différentes formes d'astrologie qui n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Et ces espérances, alors justement, la question de savoir où est-ce qu'elle les sortait, ces espérances. C'est ça, où elle puisait ses espérances. D'où ça vient, votre attente? C'est là qu'il y a un point aveugle. Le point aveugle, c'est justement ce féminin qui est en vous, et qui vous travaille, et qui a ses exigences. C'est pas ni votre thème natal, ni je sais pas quoi. C'est quand les choses auxquelles les gens attachent le plus d'importance, c'est quelque chose qui sont dans les tripes. C'est dans les tripes qu'ils ont ça, c'est viscéral. Donc viscéralement, je dirais, vous attendiez de l'astrologie quelque chose qui ne soit pas dans le lâcher prise, qui ne soit pas de dire voilà, on va vous dire ça et puis après débrouillez-vous. On arrête, on s'arrête. Et avec effectivement Odile, même sous une forme relativement intelligente, mesurée, modérée, malgré tout, vous vous y retrouvez mieux. Parce que ça va plus loin. Ça va plus loin dans l'ultimation, je dirais. C'est-à-dire ça va plus loin ça ne s'arrête pas en chemin. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas avant d'être arrivé. Même s'il y a toujours une petite marche inévitable, malgré tout, voilà. Et ça, je crois que Hadès, c'est un peu Hadès, a fait un beau cadeau aux femmes astrologues. C'est ce que je disais au début, c'était beaucoup plus en profondeur. Oui. Non, mais je dis ça avec une certaine ironie parce que lui-même, en tant qu'homme astrologue, à mon avis, quelque part, il n'est peut-être pas complètement dans ce trip-là non plus. C'est ça qui serait paradoxal. Vis-à-vis, oui, tout à fait. Peut-être que lui, il ne vit pas cette astrologie qu'il a offert aux autres. Je sais pas. C'est un soupçon que je lancerais comme ça. Alors qu'en fin de compte, c'est comme un couturier, il ne va pas porter les robes de ses modèles. Donc, c'est une hypothèse que je lance, parce que quand même, malgré tout, moi j'ai ma clé, donc effectivement, Hadès, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était avec vous, enfin, je vous parlais des grands couturiers, ou des grands cuisiniers, ou des grands parfumeurs, ou des grands coiffeurs, qui sont souvent presque toujours des hommes, mais qui ont une clientèle féminine. Et quelque part, on peut se demander si Hadès n'est pas le grand astrologue de ces dames, c'est-à-dire qu'il n'a pas élaboré une astrologie qui puisse faire. Non, je sais bien. Non, mais je n'ai pas dit que c'était son propos. Je me pose la question de savoir si ça n'est pas cela en réalité. Ça, je ne dis pas que c'est. Oui, bien entendu. Parce que finalement, le statut de l'astrologue, autant le statut du coiffeur et du couturier, on sait qu'il est parfaitement assumé comme étant l'homme au service du féminin. Moi, ma position, je l'ai dit à plusieurs astrologues, ma position, c'est que l'astrologue, homme, quelque part, il est dans un rapport au féminin puissant. Donc, il est effectivement. Ça pose une question plus générale. Comment un homme peut-il assumer aussi parfaitement les valeurs du sexe qui n'est pas le sien, justement? Justement, il est en paix. Oui. Parce que justement, il est en paix. C'est un homme qui rejetterait sa polarité féminine, qui aurait des difficultés à vivre à l'astrologie. On peut au contraire prendre le deuxième versant, c'est-à-dire penser qu'un homme qui est en paix avec ces deux polarités, à ce moment-là, peut aller vers l'astrologie. Oui, mais on peut aussi dire que, oui, enfin, bien qu'il y ait pas mal de coiffeurs pour femmes qui soient un peu féminisées, efféminées, mais malgré tout, on peut aussi dire que c'est un amour de la femme, en fait. Il a créé, enfin, je ne sais pas lui qui a inventé l'astrologie évidemment,
Et il a reféminisé l'astrologie, qui a tendance à se déféminiser, parce que l'astrologie est dans une voie, par exemple, comme par exemple avec Jean-Pierre Nicolas, par exemple, qui est un peu concomitant, simultané avec Hadès, qui vont en sens inverse. Donc quelque part, Jean-Pierre Nicolas avait tendance à vouloir évacuer la dimension féminine de l'astrologie, en mettant l'accent sur le conditionnement, c'est-à-dire des facteurs non astrologiques, qui pèsent fortement sur l'astrologie. Le conditionnisme, c'est ça, le même du conditionnisme, c'est ça, la philosophie. C'est, attention, il y a l'astrologie, et puis il y a autour autre chose. Et Hadès aurait, en disant, rejeté, ils sont gracieux, Hadès aurait rejeté cette idée du conditionnement extra-astrologique pour dire que l'astrologie est également porteuse de ce conditionnement dont Nicolas aurait voulu qu'il soit extérieur à l'astrologie. Il y aurait un débat autour de l'astrologie conditionnaliste ou conditionnelle, puisque le premier bouquin de Nicolas est de 64-65, et que les premiers manuels de Hadès sont 66-67, comme ça, 67. Donc, quelque part, c'est une piste qui me vient à l'esprit. On comprend d'autant mieux Hadès qu'on lit Nicolas. Nicolas qui, justement, laisse une large part à... ne refuse, dit que moi je suis assez dans l'optique de Nicolas. Décide qu'au-delà d'un certain degré d'indication, l'astrologie ne peut pas aller plus loin. Et Hadès dit non, elle peut aller plus loin, et actuellement, c'est le milieu astrologique se partage entre ces deux courants. Le courant de Rudyard, astro-humaniste, c'est un courant qui maintient un peu à distance le féminin. Même s'il a été récupéré par certaines femmes, mais c'est cette notion de maintenir à distance. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui limitent et délimitent le champ de l'astrologie, et qui le délimitent. Alors c'est amusant parce qu'il y a ceux qui délimitent par le haut et d'autres par le bas. C'est assez amusant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui délimitent en disant en haut c'est l'astrologie, en bas c'est plus l'astrologie, et il y a ceux qui disent en bas c'est l'astrologie, en haut c'est pas l'astrologie. Ce qui était l'autre jour à Toulouse avec une dame, je ne citerai pas, et elle me disait à la limite, les grandes structures socio-politiques ne sont pas l'astrologie. Par contre, l'individu, ce qu'il devient, c'est l'astrologie. Et ça allait très loin. On arrive là à un renversement total de perspective. C'est-à-dire que le global n'est pas l'astrologie, c'est la société, c'est le religieux, c'est le conditionnement, tout ce qu'on veut, l'astrologie n'a rien à voir avec ça. Par contre, quand on veut, donc finalement, elle me disait, bah oui, finalement, c'est secondaire, c'est contingent. Ce qui est important, c'est l'individu. C'est aussi un confort de penser ça, il y a un pas très à cette question. Il y a un confort de penser que finalement, l'astrologie, ma foi, c'est une petite chose comme ça, qu'on va essayer de limiter, périphérique, pas trop importante, qui s'arrête, qui dit certaines choses, mais ensuite s'arrête. Parce qu'on n'a peut-être pas trop tout. C'est un petit peu comme plus on s'approche du feu, plus on se brûle. C'est Hadès qui m'avait dit ça. C'est simplement ça. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est une manière de voir. Oui, mais vous apportez quand même à un courant qu'on pourrait appeler ultra-astrologique, quelque part. Peut-être. Enfin, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est un peu le courant astrologique, c'est-à-dire qu'on appelle, avec les mots qui conviendraient, un courant, pas extrémiste, mais un courant qui va pousser l'astrologie jusqu'à son extrémité, justement. Par exemple, ce langage typiquement féminin de la fin, le dernier, l'extrême, l'ultime. Parce que c'est ça, en fin de compte, le féminin. C'est l'aboutissement, c'est la naissance. La naissance, c'est pas un point de départ, la naissance, c'est une fin. Ça aussi, il y a une ambiguïté. Ça pose d'ailleurs le problème de savoir si le moment de la naissance est s'il termine en post-là, parce que finalement, c'est pas un commencement.
l'astrologie chinoise, c'est pas le moment de la conception. Oui, c'est C'est justement. l'astrologie lunaire. Maintenant, on va s'arrêter. Hein. On va s'arrêter. D'ailleurs, j'ai promis à la dame d'aller la voir. Là.